Bonjour, alors sans plus attendre, je vous prie d'accueillir chaleureusement Ruben Östlund. Moi je pense, pour commencer cette rencontre, vu qu'on vient de voir le film, moi j'aime bien poser la question du dernier plan du film. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment il s'est passé sur le tournage, ce plan, à quel moment vous l'avez tourné? Et est-ce que dès l'écriture, vous aviez l'idée de ce long plan séquence? You were thinking about the end shot with the bus and everything like that. Well, I can tell you the starting point of that idea was that I had seen a YouTube clip called Idiot Spanish Bus Driver Almost Kills Students. And there was people that were freaking out. They were so afraid of being in a bus. I think it was on Mallorca where I actually live now. And it's like one of these like serpentine roads. And they don't trust the bus driver. And so it came from a YouTube clip that you can check up when you get home. And we were actually, I mean, you know that we have filmed all the exteriors of the skiing here in Les Arcs. But the road that we shot the bus is actually in Italy, in Pass di Stelvio it's called. It's a very spectacular road that is in Italy. And we were shooting it for maybe 5-6 days, I think. And we had a very skillful bus driver that could pretend that he didn't know how to drive a bus. And the last shot of the film, I was very happy with the ending, that you have a kid asking the father, "Do you smoke, Daddy?" And he says, "Yes, I do." So yeah, but for me it's a little bit nostalgic to see it here now. Alors oui, l'idée au début avait venu d'une vidéo que l'on a trouvée sur YouTube, que vous pouvez voir, qui s'appelle d'un conducteur de bus idiot a failli tuer des élèves, et vous voyez en fait ce conducteur de bus en fait qui, sur une route qui est complètement serpentine, qui serpente énormément, fait absolument n'importe quoi. Et donc c'est cette idée justement du conducteur de bus. Alors nous on avait un conducteur de bus qui savait extrêmement bien conduire et donc qui a fait semblant en fait de pas savoir conduire, mais cette idée venait de là. L'ensemble du film, comme vous avez, enfin le film en fait, quand on est au ski vient, donc ça a été tourné aux Arcs, mais cette route-là en particulier a été tournée dans une ville, sur une route italienne très très connue qui est absolument panoramique en fait, qui est très très belle. Et ça nous a pris à peu près 5-6 jours de tourner, d'avoir ce long plan séquence en fait sur la fin. Et ce qui m'amusait aussi, c'était d'avoir cette question du père qui se fait poser la question par son fils: "Papa, est-ce que tu fumes?" Je trouvais ça très rigolo, et donc c'est ces idées-là qui sont mises ensemble. Alors, cette vidéo YouTube et l'utilisation de YouTube, on en reviendra parce que ça fait partie de vos inspirations. Mais avant, j'aimerais parler notamment des décors, parce qu'effectivement, vous avez tourné aux Arcs, mais aussi donc en Italie, vous venez de le dire, et en Suède pour les intérieurs de l'hôtel. Alors, j'aimerais parler de l'importance que vous accordez aux décors et que vous répartissez carrément en Europe, et comment en fait ils vous aident à élaborer la narration et votre mise en scène. Well, first of all, I started out as a ski filmmaker. So for me, the interest for skiing and free skiing came before filmmaking. But when I was between 20 and 25, I was making ski films, and I was traveling a lot in the Alps. The first season I did as a ski bum was in Val d'Isère. And then I spent like one season also in Sainte-Foy. And we, back then, at 95 something, that was the first time I was in Les Arcs. So I started doing these ski films, and then I got a little bit tired of being in ski resorts. I was spending so much time in ski resorts. So I applied for a film school, and when I started at the film school, I changed my life completely. I left the mountains and I went into the world of filmmaking. But I always looked for a possibility to come back to the ski resort, to the mountain, and use the knowledge that I had from these years of my interest in skiing. And I remember I was very inspired by when I saw the architecture of Les Arcs. I mean, it's a little bit similar in La Daille, that is close to Val d'Isère also, but the architecture of Les Arcs was something that was very specific also in the time when I was skiing. And I got to know about Corbusier and the adepts of Corbusier. Now I don't remember the name of the female architect that did the architecture of Les Arcs, but this was a big part of why I wanted the film to take place in Les Arcs.
it was something with the wild nature, you know, like the nature that we are trying to control by blowing avalanches, making pists in the snow, and then you have these high-rise buildings that are just put down in the middle of the wild nature. It's like civilization in a conflict with raw power of nature. So that setting was, yeah. Sorry. Donc en fait, j'ai commencé avant d'être réalisateur, j'ai réalisé des films en fait de ski, notamment de freeride, entre mes 20 et 25 ans, et donc j'allais souvent en fait dans les arcs. Et enfin aux Arcs, pardon, dans les Alpes, pardon, donc au Val d'Isère, et donc j'ai décidé en fait à faire ces films-là, et c'est vraiment quelque chose. Et je me suis dit en fait j'avais passé ma vie en fait à faire ça. Après, je me suis dit au bout d'un moment j'en ai eu marre en fait des stations pardon de ski et des hôtels, et je me suis lancé j'ai postulé pour une école de réalisation, et je me suis vraiment investi en fait dans la réalisation et dans le fait d'être un cinéaste. Mais je me suis toujours dit en fait que j'ai toujours gardé le lien en fait avec le ski et avec ces montagnes-là. Il y a quelque chose de très marquant en fait aux Arcs, avec l'architecture donc inspirée du Corbusier, qui existe aussi à une autre station qui s'appelle Dalla, mais il y a justement cette tension entre, on est en fait en pleine nature, on est dans un monde complètement sauvage, et on essaye de gérer, en fait, de maîtriser par le déclenchement d'avalanches, par également la création de grands bâtiments vraiment qui ont un énorme impact et qui sont très marquants justement là-dessus. Et donc c'est cet équilibre-là, c'est cette tension-là qui a retenu mon attention. And if you look at the architecture here and you look at how all the apartments have the same amount of view, the same space, it's completely constructed around the idea about the nuclear family. Mama, Papa, and the children. And I mean, the nuclear family is not something that the human being have been living in for always. I mean, before the industrialization, it was the large family, and the family structure was a little bit less fragile. But when it came to the nuclear family, it became very important that the mother and the father is functioning well. Otherwise, the family structure is more fragile for the kids. But I think that the architecture up here is completely, the fundament of that is the idea about the nuclear family. Les fondamentaux de l'architecture telle qu'elle est conçue ici, en fait, tournent autour de la famille nucléaire. C'est que c'est le papa, la mère, l'enfant qui est étudié, en fait, sur lesquels en fait, on étudie pour l'architecture. C'est qu'il y a une égalité de vue, une égalité d'espace, etc. Et le fait, la famille nucléaire, la cellule familiale, le père, la mère, l'enfant, c'est quelque chose n'était pas si prégnante en fait dans l'éducation de l'enfant et dans la structure sociale avant l'ère industrielle. Et en fait, en se fondant sur la cellule familiale, on fragilise justement cette connexion de famille. Et donc c'est là-dessus en fait que j'ai appuyé. Vous voulez un peu, vous me le dire, parler du background du film? Est-ce que vous pouvez un peu parler de ça, du fond et de l'arrière-plan du film? Well, once again, it was a YouTube clip. And I had seen tourists that are on a restaurant in the French Alps. I don't know where, but they are on an outdoor restaurant. And all of a sudden, there's an avalanche coming down the mountainside. And in the beginning, all these restaurant guests, they are like, wow, beautiful, happy, you know, like, and the avalanche gets bigger and bigger. And there's this shift in mood from being happy to be nervous and then to scream in panic. It's the same thing happened in this YouTube clip, that it's only the snow smoke that reaches the restaurant. And then 30 seconds later, it's a blue sky again, and people have to go back to the seat. And they are a little bit ashamed that they have been freaking out, and they have to sit down and continue their lunch. So this was the starting point of it. And I told about this YouTube clip to a friend of mine, and I said that I wanted to put a family dealing with it. And he said to me, what if only the father runs away? And I understood immediately when he said this, okay, this is the film. This is the film. Oui, alors l'idée du film en fait est également venue d'un clip YouTube où on voit une avalanche qui descend, qui dégringole la montagne, et on est en fait dans les Alpes françaises, je ne sais pas exactement où ils sont, et on voit les personnes dans un restaurant en train de manger, et puis ils regardent l'avalanche, ils trouvent ça très très beau, ils sont c'est magnifique, etc. Puis après l'avalanche continue, en fait, ils commencent à s'inquiéter un petit peu, et puis après ils courent dans tous les sens en panique, et après chacun revient à la table. Et donc je me suis dit, c'est absolument génial de voir
d'avoir ça. Donc j'en ai parlé à mon collaborateur et il m'a dit mais en fait qu'est-ce qui se passerait en fait si juste le père partait en fait. C'est juste en fait chacun reste et sauf le père en fait qui se casse en fait, qui s'en va. Et lui c'est exactement ça. C'est en fait c'est vraiment le nœud de ce film-là et je savais qu'on avait le film à ce moment-là. And I thought, why is this so interesting? What is it with the father, the role of the man? He's breaking a contract. He's not living up to who he should be as a man. He should protect his family. And it was almost something that we take for granted in a natural way, that it should be in this way. The father, he should sacrifice himself if his family is put up to danger. So I started to look into what this idea about the man, the role of the man, where it comes from and so on. And there was a very interesting investigation from ship catastrophes, from Titanic to Estonia. And what's interesting with these catastrophes is that they have statistics exactly who is on board and who survives. And when I look at these statistics, something very surprising was that the scientists had showed with these statistics. It was that the one that survives in an extreme situation like this are men in a certain age. So the one that have the ability of acting egoistic when it comes to survival instinct are men, and the one that dies are women and children. And I think we have a complete different view on what would happen in an extreme situation. We probably, many I have talked to have said, no, my husband would never do that, you know. And I just say, well, I'm sorry, look at the statistics, he probably would. Donc ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est en fait quand c'est l'homme qui prend la fuite, il casse un contrat, il casse une idée et une préconception qu'on a, en fait un contrat qu'on a qui est l'homme en fait doit être là et c'est la personne qui doit protéger sa famille. Et donc à partir de là, je me suis intéressée aux différentes enquêtes, aux différentes statistiques en fait de qu'est-ce qui se passe, notamment dans les naufrages. Et il y a une enquête, une série statistique qui a commencé avec le Titanic et qui allait jusqu'au naufrage en fait en Estonie, qui liste l'ensemble des statistiques en fait des personnes qui ont survécu et les personnes qui sont mortes dans des naufrages. Et alors qu'on a cette idée que les hommes en fait c'est d'abord donc les femmes et les enfants, il se trouve que statistiquement c'est les hommes qui d'un certain âge qui survivent plus que les femmes, plus que les enfants. Et donc quand on en parle autour d'un déjeuner, quand on en parle aux gens, les différentes personnes vous disent non mais mon mari ferait absolument pas ça, lui il resterait là en disant je suis désolé, en fait les chiffres ne mentent pas, les chiffres sont ici. Et donc c'était ça que je voulais approfondir. And when I do research of my films, I tell people about what I'm working with. Okay, I'm working with a film, a family that is on a ski vacation. The father runs away when they are threatened by an avalanche. Nothing happens, he goes back, but everything have changed. And when I do this, very often I meet people that tell me stories then that are similar. Like, you know, I have to tell you, I have experienced something. And for an example, I can just tell you one thing that came up when I was doing this kind of research. And it was a woman, and she said, you know, me and my husband, before we got married, his friends, my husband's friends, were going to have a bachelor party for him. And they dressed up as robbers. They had like robber masks on, their ski masks on them, and fake guns. And they came to our apartment, and they knocked on the door. And when he opened up the door, both of us were in the entrance, and he got so scared, so he took me as a shield in front of me. And 2 weeks later, they were supposed to get married. You know, and it was like situations like this when you all of a sudden like you are evaluating who your partner is. Et donc en fait, quand je travaille sur un film, ce que je dis, c'est qu'en fait j'ai l'idée en fait à la base, et après j'en parle à mon équipe pour justement que eux à leur tour me racontent des histoires, etc. Donc je leur ai dit voilà, moi c'est cette idée en fait que j'ai, c'est une famille va au ski, ils sont en train de déjeuner, il y a une avalanche qui arrive, le père prend la fuite, ils repartent, rien n'a changé, ils continuent à manger, rien n'a changé, mais tout a changé. Et il y a une femme donc dans l'équipe qui me racontait que ils avaient des amis qui allaient se marier. Et pour l'enterrement de vie de garçon, ils allaient tous se transformer, tous se déguiser en voleurs, donc avec la cagoule, etc. Et ils allaient rentrer avec des fausses armes, avec des faux flingues, et rentrer. Et donc en costume, de cette manière-là, ils remontent, ils tapent à la porte.
à leur porte à eux, ils ouvrent la porte, et quand ils ouvrent la porte, le mari a tellement peur qu'il a pris la femme en fait pour se couvrir, pour voilà, en défense à ça. Et donc ça faisait écho, voilà, c'est toutes ces histoires-là qui font écho et qui se racontent en... And I think that what they were dealing with was not only that she was disappointed at him, he was so ashamed. He couldn't admit what he had done. And I think it's something interesting with us human beings, that we can have like an outside perspective of ourselves, and our fear of losing face is something that we are always dealing with. And I read about another very interesting example that says something about us humans. And it was a teacher that was on a ship, a catastrophe on a ship in South Korea, where the ship sank, and the teacher, he was there with his students. And in survival instinct, he abandoned some of his students, and he managed to save himself. And then later on, when he was living with this action behind him, he couldn't live with the shame, so he committed suicide. And it says something about human beings, that in one point, survival instinct is stronger than culture, but then at another point, culture is stronger than survival instinct. Oui, et donc en fait, ce couple-là, 2 semaines plus tard, ils étaient censés se marier. Donc c'était terrible parce qu'elle était déçue, mais lui, en fait, était extrêmement honteux. Et il y a cette chose-là, en fait, de cette peur de perdre la face, cette peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est quelque chose qui vraiment, moi, m'a intéressée. J'ai continué à faire les recherches. Et il y a aussi une autre histoire d'un naufrage en Corée du Sud où un professeur avec sa classe, voilà, étant en voyage scolaire avec sa classe, il y a un naufrage. Et par instinct de survie, lui survit et il sauve sa peau. Et plus tard, en fait, l'instinct de survie est plus fort en fait que la culture, parce que il était censé donc protéger sa classe, mais plus tard, il ne peut pas vivre avec ça, donc à son passif, il ne peut pas vivre avec son idée, en fait, avec ses actions, et donc finit par se suicider. Et donc, tout autant que l'instinct de survie est plus fort que la culture rattrape également l'instinct de survie et rattrape l'individu. C'est vraiment ça que j'ai voulu approfondir. Alors cette idée de l'instinct de survie, de l'incommunicabilité, ou même on peut dire de la honte, elle passe beaucoup dans votre mise en scène par le temps qui est étiré, ou même le temps qui est regroupé. Par exemple, là, ce film, il se passe sur 5 jours, et souvent dans vos films, en fait, le temps est justement resserré, regroupé. D'ailleurs, l'autre jour quand on s'est rencontrés, vous me disiez que l'audace pour vous, c'était de réussir à étendre les scènes, à les faire durer. Alors je voulais que vous parliez un peu de ça, de votre façon de gérer le temps dans votre mise en scène, et comment en fait tout le propos et tout l'inconscient surgit du temps qui est tiré. Well, I think that silences is very often interesting, and awkward silences when people don't know what to do or what to say. If you look at the main character of this film, Thomas, that have done something that he can't admit for himself even what have happened, I thought it was interesting to make him deal with the silences in between them, and the lack of his ability of actually admitting his actions. And it's actually some of the inspiration comes from a Swedish actor that was called, he's not alive anymore, but his name was Ernst Hugo Järegård. And he often talked about the suspense in the pause between a dialogue. And he was saying if you catch your breath like this, and then you hold your breath, and he does it in such a masterful way. And just by catching your breath, holding your breath, he could create a very, very strong suspense. So I was a little bit inspired of these things when it came to the mise en scène and the directing in Force Majeure, Force Majeure Therapy. Ouais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est justement le silence, et notamment le silence de malaise qu'il y a, où les personnes ne savent pas vraiment quoi dire, ou sont un peu en porte-à-faux par rapport à ça, et donc notamment pour le personnage du père, qui est un personnage qui n'arrive pas à se faire à l'idée, en fait, de ce qu'il a fait, à communiquer et à avouer, en fait, qu'il a fait ce qu'il a fait. J'ai voulu justement investir, en fait, et développer justement ces silences et ce qu'il pouvait véhiculer dans ces silences et dans les moments en fait où il ne sait pas quoi dire. Et notamment, il y a un acteur suédois qui n'est plus parmi nous actuellement. Ernst Hugo Järegård.
qui parlait justement qu'il y avait une façon de retenir en fait sa respiration et de retenir le silence, et qui disait justement c'est dans cette retenue et dans ces silences qu'on peut amener cette tension et cette tension et et le suspense en fait à l'intérieur donc de la réplique, et qui faisait ça avec comme un maître. And you know, if you look at the human eye have a lot of white around the pupil and the center of the eye. So we are very sensitive of where someone is looking. I think we are very socially skilled. You know, when you're sitting around a table and you have 4 or 5 people, we are detecting every single tenth of a second. We are knowing who is watching at who, and if that gaze is a little bit too long. And so socially, we are so trained and skilled to maneuver these kind of situations. So as soon as someone is looking a little bit longer than you're expected to do, or there's a pause that is a bit longer, we are very sensitive to that. So. Si vous regardez l'œil humain, il y a énormément de blanc. Et donc, en fait, on est extrêmement conscient de qui regarde où, quoi, quand et combien de temps on regarde. Et si on regarde quelqu'un d'un petit peu plus longtemps, s'il y a quelque chose qui est un petit peu plus long, ou si on regarde un petit peu trop, en fait, on est très, très au fait, de ce qui se passe. On est très sensible à ça. And it's the white thing around the eyes that makes us easier for us to detect where someone else is looking. Et c'est le blanc des yeux qui nous permet de détecter, en fait, où on est assis, ou qui on regarde, qu'est-ce qui se passe. Alors je vais poser une dernière question avant de passer la parole au public, vu que le temps file. C'est à propos du registre de vos films, du ton de vos films, pardon. Parce que souvent vous dites que vous vous sentez plus proche du screwball film, donc des vraiment comédies potaches, que des drames art house, qui aussi parcourent beaucoup les festivals. Alors je voulais vous demander comment en fait vous jonglez entre la comédie et même au-delà du tragique, la gêne et le film. Proche de Haneke ou de Roy Anderson. En fait, comment vous trouvez ce ton-là qui vous permet d'osciller et de faire ressortir encore plus les tensions qui peuvent nous faire hurler de rire derrière? Well, I think almost everything that we experience in life can be looked at from a comical perspective. Human being is a kind of silly animal quite often. And I think that my films, very often I want to try to question things that I don't agree on. You know, I don't agree on that we should judge someone that is acting in survival instinct. I think that we have to look at that on a different way than we do in our society. And so therefore I try to always have a little bit of, distance to the actions. I don't take them too seriously. At the same time that I have an understanding why they are acting like they are acting. So it's a little bit like having a little bit of a distance. And my biggest inspiration when it comes to filmmaking is sociology. And if you look at sociology, it's a beautiful topic. And the reason that it's beautiful is because it dares to look at human being when we fail without judging. It's saying, it's because of the circumstances of the situation that we fail in this situation. And it has a way of forgiveness towards our actions. So I think that in that forgiveness and in the little distance, we can also laugh about ourselves. À mon avis, on peut voir en fait tout ce qui se passe dans la vie, on peut voir ça d'une perspective de comique en fait, de comédie. Parce que je suis pas forcément d'accord avec l'ensemble des points de vue en fait ou des sujets dont traitent mes films. Notamment, je suis pas sûr en fait que ça soit une bonne chose de juger quelqu'un qui agit juste en survie pour défendre sa propre survie. Et je pense en fait que c'est cette distance-là. Ce que je veux créer, c'est une petite distance, de regarder un petit peu une petite perspective pour voir ce qui se passe, comment on agit. Et la manière dont je réalise en tant que réalisateur, un outil que j'utilise beaucoup, en fait, c'est la sociologie. Et la sociologie a ça de formidable, c'est un outil formidable, magnifique, parce qu'avec la distance, il ne va pas juger, mais il va nous dire pourquoi on agit, pourquoi nos échecs, d'où viennent nos échecs, comment les circonstances nous amènent à tel ou tel échec. Et donc ça nous amène à quelque chose du pardon. Et donc c'est avec ce pardon, avec cette distance, avec ce petit pas de côté qu'on peut avoir, qu'on peut mettre de la comédie, du comique et du drôle dedans. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Par contre, non, on ne vous voit pas du tout. Donc Ah voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? En fait, je vois rien du tout, donc si quelqu'un peut me... Sinon, moi, je continue. Ah, là, il y a une question. Je ne sais pas si quelqu'un passe le micro. Alors bonjour, je voulais simplement savoir, dans votre film, il y a beaucoup cette part de la discussion, des personnages qui essayent d'avancer ensemble et de trouver des solutions. Pourtant, à chaque fois, ça ne marche pas. Donc je voulais savoir comment on fait pour écrire des dialogues et filmer des dialogues pour montrer l'inefficacité de cette thérapie qui ne marche pas. Je suis désolée, est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins vite et un petit peu plus fort? Excusez-moi. Donc du coup, je voulais savoir, dans votre film, c'est censé être une thérapie, c'est-à-dire des personnages qui discutent et qui essayent d'aller de l'avant ensemble. Cependant, à chaque fois, ça ne marche pas et je voulais savoir comment on filme des dialogues qui finissent toujours par montrer un échec de trouver des solutions ensemble. But it's a good question. I mean, I'm personally, I'm much more interested in when we fail about being good humans. Because I think the example in itself can give us some knowledge. And then in some of my movies, I have an idea about something that I think is a solution, but it's not always I have. I mean, the solution for Ebba and Thomas would, of course, be to look at each other as human beings that can fail and to, how do you say, admit that we can fail. But for me, the characters in the film, they are too trapped in the idea about who they should be and what they should expect from each other. Moi, ce qui m'intéresse, je suis plus intéressée comme réalisateur par les échecs, en fait, que pas forcément les solutions. Parfois, dans certains films, j'ai une solution, mais c'est pas forcément la bonne. Donc, par exemple, si on prend ce film-là, la manière dont il pourrait trouver une solution, c'est de se regarder l'un l'autre et d'accepter que ce sont des êtres humains, qu'ils ont des failles et qu'ils sont pas parfaits. Et sauf que je crois qu'ils sont tous deux piégés, en fait, par cette idée de qui ils devraient être, pour que ça puisse arriver. Est-ce qu'il y a une autre question? De ce côté-là, il y en a une. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis jeune réalisatrice et je suis très impressionnée par votre travail. Et en ça, j'avais une question spécifiquement sur la direction artistique de vos films, parce que j'aime beaucoup en fait comment vous trouvez ce sweet spot à chaque fois entre drame et comédie. Comment vous amenez justement ce comique à travers des situations malaisantes, et je voulais savoir dans l'écriture comment vous trouvez ce sweet spot à chaque fois. Well, I think it's about situations very often. It's situation-based comedy or situation-based identification for the audience. So when it comes to something that the audience identify with as a dilemma, because you know a dilemma is something very interesting to have as a starting point when you're writing. And if you look what a dilemma is when a character have two or more options, but none of them are easy, and all of the actions that can be done will have consequences. So a dilemma is something that you can bring in the audience, okay, identify with this situation, what would you do? And you understand it's not going to be easy, whatever you do. So that would be my advice. Look for dilemmas that you have experienced yourself and use that as a material. Si vous regardez en fait l'identification, la comédie en fait vient de la situation. Il vient justement de la situation, du choix en fait et de l'identification de la situation qu'il y a. Et souvent en fait ce que je cherche en fait c'est le dilemme. Un dilemme c'est quand un personnage a le choix entre deux situations qui ont un coût, qui ne sont pas simples en fait et qui vont avoir des répercussions. Et donc si le conseil en fait que je peux vous donner c'est justement de chercher ce dilemme-là parce que ça va permettre aux différents individus, aux spectateurs de s'identifier, de dire en fait il y a ça et après de voir les conséquences des actions de chacun. I just experienced quite recently a dilemma when it came to a screening of a film that I had made, because it was an actor that was so happy that he had been in Triangle of Sadness, and Triangle of Sadness had won the Golden Palm. The thing is that I had forgotten to tell him that he had been cut out.
So all of a sudden I'm in a dilemma. Should I tell him I'm sorry that you have been cut out of the film, or should I, like, it was hard, both of them. But it's certain kind of identification that you can find in these small comical situations that at the same time are serious. Et en fait, trouver justement ces dilemmes aussi dans votre propre expérience. Par exemple, moi récemment, il y a eu ce dilemme, il y avait un comédien qui était absolument ravi, qui avait tourné dans Sans filtre, et on n'était pas absolument ravis en fait que Sans filtre ait eu la palme, mais j'avais complètement oublié de lui dire qu'il avait été coupé au montage. Donc la question était, est-ce que je lui dis en fait qu'il y a ça, ou est-ce que je lui dis qu'il a été coupé? Et donc il y avait rien n'était ça, mais il y a quelque chose de comique là-dedans, mais il y a des répercussions là-dedans. Donc voilà, essayez, investissez un maximum dans ces expériences-là. And I would say one more thing, that if you're writing a scene and you have a couple of characters dealing with whatever situation you have put up for them, you should take all the characters equally seriously. You should understand all of them, why they are acting like they're acting, and why they are doing what they are doing. Even if they're doing something that you are considering bad or wrong or so on, you have to understand why the characters are doing. Because in that case, you're not creating a hero and a bad guy or something like that. You create like an understanding for a human being. And then it's close to drama and comedy at the same time. So never make a character act silly in a way that you don't believe in yourself. Et aussi, quand vous écrivez une scène, appuyez-vous en fait, allez voir vraiment le comportement et les actions en fait de chacun des personnages. Prenez chaque personnage sérieusement. Et donc c'est là aussi que vous allez trouver le drame et la comédie. Et l'idée, c'est ne pas en fait de faire à quelqu'un quelque chose auquel vous ne croyez pas, ou quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc c'est vraiment de s'appuyer sur les différentes perspectives, parce que vous aurez les différents points de vue, le comique et le drame en fait là-dedans aussi. Alors avant de prendre une dernière question, je veux bien rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, le dilemme dans vos films, il passe aussi par quelque chose qui revient, enfin qui est récurrent, c'est l'idée du saut dans le vide, donc depuis une falaise ou depuis un pont, et que c'est une situation qui est extrêmement limpide pour dissocier l'échec et le succès. L'idée du saut dans le vide. Are you talking about the short film que souvent en fait les personnages se retrouvent à devoir faire un saut dans le vide, soit depuis un pont, soit depuis une falaise. Que ce dilemme du coup il est vraiment écrit, narratif. Okay, so your dilemma is especially visible when most of the films have a character who has at some point to jump off from a cliff. Yeah, sure. Yeah, it's very clear setup often, very clear setup. Close to candid camera or stand-up comedy, I would say, you know. Oui, c'est une situation qui est extrêmement claire. C'est comme les caméras cachées, c'est comme les stand-up. Une dernière question dans le public. Oui. Bonjour. J'aurais aimé savoir si vous pouviez nous parler de la transition entre Snow Therapy et The Square. Est-ce que vous avez mis beaucoup de temps à vous remettre en selle? Est-ce que l'idée est venue tout de suite? Est-ce que vous aviez peur pour un second film d'une trop grosse attente du public? Voilà. Well, Snow Therapy was my fourth feature film. So I had made 3 feature films before Snow Therapy, and I think that something happened to me before I made Snow Therapy. Because before I made Snow Therapy, I was very much like an European art house director. And my big idols was Mikkel Haneke. It still is Mikkel Haneke, but I was, I was almost making my films in a certain style that was connected to the art house tradition. And when I had premiere on the film before Snow Therapy, it was called Play, and the premiere was in Cannes. And the film is consisting of 42 takes. That average length of each take is 4 minutes long. And in front of me, in the audience, I have an older couple. And when the first shot of the film is starting, the man in this couple, he goes like, "Oh my God. Oh, no, I don't want to watch this film." And he got like, he was reacting towards like the art house tradition. For me, it was like, okay, I want to make a movie where I take the audience on a journey. At the same time, I'm trying to discuss interesting questions with them.
I don't want to be trapped in a certain kind of a style to pose that I'm an interesting director. So I think that for me, like after Snow Therapy, I had started a journey that I wanted to do wilder and more entertaining movies that I would click on myself if I'm on an airplane, you know. So for me, they are closer to each other, The Square and Snow Therapy, than the previous 3 films that I did. Oui, alors il s'est passé quelque chose avant Snow Therapy, parce que Snow Therapy c'était mon 4e long métrage, et le film d'avant, qui s'appelait Play, c'était un film, moi c'est un des réalisateurs qui m'a énormément inspiré, c'était Haneke, et donc c'est Haneke toujours, et donc je crée des films dans la veine du cinéma indépendant européen. Alors l'avant-première, donc la première à Cannes de Play, sur Play, en fait, Play était un film qui est composé de 42 plans qui en moyenne durent 4 minutes. Et le film commence pour l'avant-première donc à Cannes. Il y a un couple de personnes un peu âgées au premier rang. En fait, je regarde et les premières images apparaissent et le mec fait ah. Et je veux pas, en fait, qu'il y ait cette impression-là. En fait, moi, ce que je veux en tant que réalisateur, c'est emmener des gens avec le public, avec moi, sur un voyage, les faire voyager, les faire se poser des questions avec moi. Et je voudrais, en fait, faire un film que si jamais je suis dans un avion, en fait, je voudrais faire des films que les gens cliquent, en fait, sur votre avion. Et donc, l'idée, c'était, donc, c'est eu ce déclic-là, plutôt que de rester bloqué dans un certain style de cinéma indépendant. Et donc, c'est quelque chose, c'est ouvert avant Snow Therapy, qui m'a guidé en tant que réalisateur. But if I just say something more about like Snow Therapy and The Square, I mean, Snow Therapy was a very easy film to write. Because I think that the core situation with the family and the avalanche and the father that is not living up to the idea about what a man should do, it had like something in its content that was much easier to translate and do into a feature film. The Square was dealing with another topic, and it was dealing with like a wider topic about society and responsibility and on an individual level and on a society level. So the thematic was much harder to get a grip on and understand how to work with it. But so every film has its challenges. Pour revenir à Snow Therapy et au Square, en fait, je pense que Snow Therapy était un film qui était plus simple en fait à écrire parce que le dilemme, en fait, la situation d'un homme qui face à une avalanche ne répond pas aux attentes en fait qu'on a de lui. Et voilà, le dilemme devant lequel il se place et sa situation est quelque chose de plus concret, en fait, facile en fait, de prendre possession de ça. The Square est un film en fait, sur un thème, c'est un thème sociétal, en fait, c'est la manière dont, c'est sur la responsabilité, c'est sur des questions donc, de société, et donc c'est plus compliqué en fait, de prendre possession et de donner corps à ça. Mais donc chaque film a ses défis, a ses complexités. Merci beaucoup, Ruben Östlund, et merci à vous. Thank you.